Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux. Ah, ce moment de l'année où par obligation on enchaîne les « Bonne année !» tous mes vœux, en souhaitant intérieurement que son interlocuteur chope un eczéma purulent. Eh bien, fort heureusement, certaines de ces rencontres avec belles pensées contractuelles se transforment parfois en désir de souhaiter le meilleur à son invité pour de vrai. C'est le cas aujourd'hui. Je l'aime beaucoup comme comédienne. C'est l'occasion de réaffirmer ma passion pour mon inconnu du Gobelin. Mais elle est super aussi dans les drames, des âmes grises à Eugénie Grandet, la comédie non romantique, Jack Mimoun et les secrets de Valverde, mais aussi avec un brushing et des épaulettes dans tapis. Ça fait déjà de bonnes raisons de l'accompagner de belles pensées, mais en plus, elle signe un premier film à la fois remuant et solaire qui brille au combat. Je suis donc ravie de dire bonne année, Joséphine Japy, et je le pense. Ah, mais merci, c'est sympa. Bah non, mais vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Le film est dans les salles. Merci de continuer à l'accompagner aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est si fréquent que ça. Alors après, là, moi, je me pose pas la question, j'avoue. C'est le premier film en tant que réal, on se pose pas la question. Ouais. On continue à le défendre. Je pense que si vous me demandez de refaire de la promo dans 5-6 ans, je pourrais refaire des plateaux. Il n'y a pas de problème. Ouais, on compte pas son énergie quand on réalise un premier film, je crois. Mais là, les premiers retours sont là, que ce soit du public comme la critique. Et j'ai l'impression que ça se passe plutôt pas mal. Alors peut-être qu'en effet, si on se faisait napalmer par la critique et par les retours spectateurs, peut-être que ce serait un peu plus compliqué de venir vous voir aujourd'hui. J'accueillerais peut-être quelqu'un d'autre. Voilà, peut-être. Là, il y a... Bon, je vais pas vous mentir, il y a clairement un petit rhume, il y a des cernes, mais je suis quand même ravie d'être avec vous et encore en pleine forme. Je pose la question parce que c'est quasi contractuel. Hein. Il y a des résolutions pour la nouvelle année ? Pas du tout. Ouais, c'est ça. Je suis contre tout ce qui est Nouvel An. C'est drôle parce que je sors mon film le 31 décembre, alors que je déteste cette date. Je déteste les débuts d'année. À chaque fois, c'est un truc très compliqué à traverser pour moi. Mais écoutez, peut-être que j'avais besoin d'accepter tout ça. Il paraît que je peux vous tutoyer. Ouais, carrément. Très bien. Bah, pareil. On le refait, hop, tutoiement. Non, parce que les résolutions, il n'y a rien de mieux que vraiment d'en prendre et de dire 2 jours après, non, pas pour moi. T'en as pris, toi ? Moi ? Oui, faire du sport, comme à peu près depuis 25 ans. Mais alors, il paraît que tout explose d'ailleurs. À chaque fois, les abonnements sportifs explosent en début d'année et que les gens cessent d'y aller très, très rapidement. Non, moi, je télécharge une appli que je n'ouvre jamais. Ah bah oui, le classique. J'ai la même application. Comme à chaque invité, désormais, je t'ai demandé de venir avec des titres musicaux importants pour toi. Oui. Pour démarrer, j'ai choisi d'écouter Jessie Reyez, que tu as choisi en l'occurrence, Couldn't Be Me. Je voulais juste savoir pourquoi ce titre. Alors vraiment pour le coup, c'est purement l'énergie, la vibe de cet artiste que j'adore. Et puis ce morceau que je trouve super et que j'ai écouté en boucle ces derniers mois. Donc tout simplement parce que c'est un petit kiff personnel. Petit timbre à la Amy Winehouse, non ? Un peu quelque chose de... J'aime bien, il y a un petit truc un peu soul en effet. Enfin, il y a plein de... tout ce qui est soul, funk, c'est des choses que j'aime bien et c'est vrai qu'elle incarne ce truc un peu soul que j'aime bien. Un morceau à écouter quand, comment ? Alors, moi, je suis très écouter des morceaux dans la rue quand je marche. Et celui-ci, je dois avouer qu'il marche plutôt bien. Jessie Reyez, Couldn't Be Me, un titre qui fonctionne effectivement si on marche seul dans la rue, comme dans un studio, là, effectivement, en duo avec Joséphine Japy. Je trouve ça très agréable. Non, mais après, vous pouvez l'adopter à votre sauce. Hein. Il y a pas de... Chacun adapte. Non, mais chacun l'adapte. Exactement. C'est pas parce que je dis qu'il faut aller marcher dans la rue que vous êtes obligé d'enfiler votre manteau et d'aller le regarder. Moi, je suis très premier degré. Hein. C'est vrai. Je vais rester quand même parce qu'il faut qu'on parle de ce film qui brille au combat. C'est donc le titre de ton premier film, mais aussi la signification du prénom Bertie, celui de ta sœur, puisque ce premier film est inspiré de ton histoire personnelle, celle d'une famille qui fait front et entoure cet enfant atteint d'un lourd handicap au diagnostic incertain. Il était une fois un petit monstre d'un autre univers. Elle lui dit « Mais tu n'es pas un monstre. Personne ne te connaît. » Comment ils font tes parents avec ta sœur ? Entre eux, ils ont plus de vie, non ? Et moi, tu te demandes pas comment je fais ? Elle peut mourir d'une seconde à l'autre et on se débrouille avec ça. Chaque jour, c'est un miracle. Vous avez fait un chemin incroyable avec Bertie. Vous vous en rendez compte ? On va essayer de poser un diagnostic. On voit et on avance. Il faut que tu prennes garde, Marion. Tu dois penser à toi. Sinon, un jour, tu vas en avoir marre. Notre vie, en fait, c'est juste s'occuper d'elle. Je lui parle, elle me répond jamais.
Je la prends dans mes bras, elle ressent rien. Je me dis que même la mort, ça lui fera pas mal. Bertie, c'est Sarah Pachou, Madeleine Lamère, c'est Mélanie Laurent, Marion, la sœur aînée, c'est Angelina Vorette. Je voudrais d'abord m'intéresser à ces personnages féminins. Mais t'as vu que ce titre, qui brille au combat, aurait largement pu se conjuguer au pluriel. Est-ce que tu y as pensé ? Ah oui, j'ai gardé, en fait, parce qu'en effet, Bertie, le prénom veut dire celle qui brille au combat, donc j'ai gardé le singulier. Parce que malgré tout, c'est avant tout elle, c'est le soleil de ce système solaire, c'est elle. Mais tout à fait, j'y ai pensé. Et d'ailleurs, en fait, c'est une dédicace à tous ceux qui brillent au combat. Donc, je mets pas le pluriel, mais conjuguez-le comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Oui, ça aurait clairement pu être un pluriel. Tu t'es renseignée pour savoir ce que Joséphine, ça signifiait ? J'imagine que oui, si tu es superstitieuse et que tu fais attention à... Alors oui, c'est un peu obscur. Ça veut dire... Dieu ajoute. Dieu ajoute. Ouais. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais, je pense qu'il y a une idée d'abondance quelque part, ou de bénédiction. Je préfère Dieu ajoute à Dieu retire, si tu me demandes. C'est plus sympa. Ouais. Mais oui. Alors Dieu ajoute quoi après Du cinéma. Du cinéma. Chaque Joséphine doit créer sa chance. Je sais pas ce que ça veut dire. Toi, tu sais ce que veut dire ton prénom ? Aucune idée. Mais je ne suis pas jamais regardé ? Je suis pas sûre qu'il soit répertorié et que ça ait une signification particulière. C'est un prénom qui est arrivé assez tardivement, je crois. Tu pourrais être étonnée. Hein. Peut-être. Franchement. Ou peut-être que j'ai peur, peut-être que j'ai pas envie de savoir. T'es dans le rejet de... Qui grogne chaque jour. Ok, c'est bon, c'est moi. C'est une chose que j'imagine assez douloureuse par moment, que de vivre cette histoire, c'en est une autre que de la raconter. Est-ce qu'il y a des choses qui t'échappaient avant et que tu as réalisées au moment où tu as déplié cette histoire ? Totalement, et d'ailleurs, je crois que tout ce qu'il y a d'intéressant dans le process d'un premier film, c'est tout ce qui t'échappe, en fait. C'est tout ce que tu maîtrises pas. Évidemment, il y a plein de choses que je maîtrisais pas sur le plateau, à commencer par la merveilleuse imagination de mes comédiens. Enfin, par exemple, tu projettes une histoire, tu écris un scénario, tu es prêt à jouer, à tourner une séquence, et puis d'un coup, il y a un petit geste qui échappe à un de tes comédiens. En fait, c'est ça que tu vas garder parce que c'est ce qu'il y a d'intéressant dans le cinéma. Donc oui, il y a plein de choses. Alors après... Et sur ta propre histoire ? Ouais, sur un truc plus de réaliser après coup certaines choses. Mais tellement... En fait, Mélanie Laurent m'avait dit, elle m'avait prévenue, elle m'a dit, tu vas voir un premier film, tout fait sens à la fin, quand tu réfléchis. Et c'est vrai que là, je suis en pleine réalisation de ça. C'est qu'il y a tellement de choses qui font sens, tellement de hasard, tellement de... je sens que je clôture un cycle, en fait, tout simplement, avec ce film aussi. Donc, non, il y a plein de choses que tu réalises comme ça après coup. Moi, j'ai choisi d'ouvrir sur les personnages féminins parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans cette histoire qui est à la fois très fort et très féminin. Oui, c'est des incarnations féminines assez fortes. En fait, c'est des femmes, comment dire, des héroïnes du quotidien, quoi. Alors, elles, c'est autour du handicap, mais je pense qu'il y en a plein qui vont se retrouver autour de ça, autour de plein d'autres questions. Hein. Et elles ont cette force, cette abnégation, et en même temps, elles parlent de plein de choses, de leurs doutes, de leurs peines. Et puis ces rapports de femmes. Alors après, est-ce que c'est parce que moi j'avais ce rapport de sororité avec mes sœurs et un rapport très fort avec ma mère ? Mais oui, en fait, moi j'ai grandi dans un environnement très féminin comme ça. Et recréer ça sur le plateau, d'ailleurs, c'était assez joyeux, en particulier avec Mélanie Laurent. Oui, qui t'avait, elle, déjà dirigée dans Respire. Enfin, j'imagine que... Dans un film qui était déjà très féminin aussi. Oui, absolument. Donc, non, c'est vrai qu'il y a une espèce de passation autour de ça. C'est un film qui rend hommage aux femmes, qui laisse aussi quand même la part belle aux hommes, alors surtout au papa. Oui, alors qu'il y a un abord très particulier, pour le coup, qui est moins frontal dans le combat, on va dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il est moins investi. Non, et qu'il les aime. En fait, il est dans un rapport d'amour tellement fort à ses femmes, à sa femme et à ses filles. Mais lui se débat avec autre chose, en fait. Donc, il a un pied dedans, un pied dehors. Il continue son travail malgré tout. Donc voilà, après, Mais le centre névralgique de cette famille, c'est beaucoup ces trois filles.
Il y a plusieurs histoires au sein de ce combat familial, notamment celle d'une errance médicale. La famille vit avant diagnostic précis de la maladie, soit le syndrome de Phelan-McDermid, avec l'idée que la vie de Bertie est menacée à chaque instant. Cette tension-là, elle est absolument insoutenable à regarder. Et encore une fois, quand je dis il y a quand même un gap entre ce qu'on raconte et ce qu'on vit, est-ce que ça a été facile de mettre ça en scène ? En fait, ce qui est drôle, c'est que moi, je ne l'ai pas vécu. Je l'ai vécu de manière beaucoup plus souterraine. Ouais. Pas du tout comme une tension quotidienne insoutenable. En fait, je ne sais pas comment te dire. Tu ne te poses pas la question. Ouais. Enfin, quand on t'a dit potentiellement, il y a cette épée de Damoclès au-dessus de vos têtes, toi, tu dois te lever quand même. Tu ne peux pas y penser tous les matins. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Bien sûr. Surtout quand l'errance de diagnostic, pour nous, elle a duré 25 ans. Donc en fait, tu es avant tout en train d'essayer de traverser ton quotidien, de traverser la vie, avec ce que ça a de compliqué, avec ce que ça a de beau aussi et de lumineux parfois. Mais étrangement, presque relire ça à travers le film, pour le coup, tu vois, c'est ta question sur ce qu'on réalise après coup. J'ai réalisé à quel point ça avait marqué mon quotidien, moi, d'adolescente et de femme. Mais sur le coup, je sais pas comment dire, en fait, quand on se pose pas la question, en fait. Et c'est quand t'es dans le combat quotidien, tu te poses pas la question de ce que ça a de difficile. Ouais. Est-ce que c'est du déni? Est-ce que c'est un besoin de mettre ça de côté pour continuer à avancer? Je sais pas. Le titre qui suit est, j'imagine, lié à ton enfance, vu sa date de sortie. Il est signé Quincy Jones, The Dude. Alors pourquoi lui? Mais je suis assez fan de Quincy Jones. Ouais. Pourquoi ça a l'air de t'étonner? Pas du tout, ce qui est tout à fait envisageable. Mais non, mais alors ça, pour le coup, c'est l'éducation musicale de mon père. Ouais. Et en fait, je pense que tout ce qui était musique pour enfants le faisait chier, en fait, tout simplement. Il n'avait pas envie d'écouter ça dans les trajets en voiture. Et que grâce lui soit rendu pour ça. Voilà. Je pense que c'est très très clair. Baby Shark, c'était pas pour lui. Voilà. Et du coup, il s'est dit très bien, je vais picouser mes filles avec ce que j'aime bien. Et ça a super bien pris parce qu'en effet, je suis très Quincy, je suis très Motown girl. J'adore ce genre de son. Et si je ne m'abuse, sur ce titre, The Dude, il y a les voix additionnelles d'un certain Michael Jackson. Non, mais The Dude, pour moi, c'est... Alors, pour le coup, vous savez quoi? J'ai dit qu'il fallait marcher dans la rue avec Jessie Reyez, mais si vous devez marcher sur un son, c'est clairement sur The Dude. Genre, prenez le métro une fois dans votre vie sur The Dude. Vous allez voir la vie totalement différemment. Joséphine Japy va vous faire voyager, de toute façon, c'est un peu l'ambition. Je vais vous faire marcher. Déjà, je vais vous faire marcher jusqu'aux salles de cinéma. Déjà. Mais mettez The Dude si vous voulez pour y arriver. Quincy Jones sur Nova, le choix de Joséphine Japy. Je dis merci, vraiment. Ça t'a plu? Oui, non, mais surtout, ça fait partie de ces titres où effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Quand tu marches en écoutant ça, t'as un peu l'impression d'être invincible. Il y a une attitude. D'être cool et invincible. Il y a une attitude. Ouais. Et pour ceux qui connaissent l'album, tout est à écouter dans cet album magnifique. Ouais. Et j'adore même la pochette où je crois que Quincy a mis une statue qu'il a chinée je ne sais où en Afrique. Et même ce truc-là, franchement, il y a une attitude de dingue. Ouais. Voilà. Pour avoir de l'attitude, écoutez Quincy Jones, ce sera donc la conclusion. On continue de parler de ce film actuellement dans les salles qui brille au combat, dans lequel il est question de ta famille. Alors certes, réécrit, j'imagine qu'il y a une partie qui est romancée, tout n'est pas purement factuel. Ah sinon, c'est compliqué de s'en mettre à distance. Oui, mais d'ailleurs, probablement, ce que j'ai mis de plus proche de la réalité, c'est tout ce qui m'a échappé. C'est tous les petits détails. Bien sûr. Après, dans les grands mouvements, dans certaines idées, dramaturgiques, dramatiques, c'est de la fiction aussi, parce que déjà, tu passes de 25 ans d'existence, de 25 ans d'errance, à une année, puisqu'en fait, dans le film, tout va basculer pendant l'année du bac de l'aînée, de Marion, qui a 17 ans, qui, elle, doit partir vivre sa vie, parce qu'à 17 ans, c'est important de commencer à réfléchir à ce que c'est que sa vie, son émancipation. Et évidemment, c'est compliqué de partir, déjà quand il y a des choses difficiles dans son existence, mais en plus quand il y a tant d'amour et quand il y a quelqu'un qui vous retient chez vous, que vous aimez tellement, qui est une sœur, comment vous faites? Bertie, justement, elle restera éternellement une enfant. Cette grande sœur, Marion, elle arrive à un moment charnière, celui de l'émancipation. Est-ce que le film peut aussi être vu à sa manière comme un roman d'apprentissage?
Alors, j'adore que tu soulignes ce truc-là parce que moi, c'est des films que j'adore. Enfin, tous ces coming of age movies. Tu sais, c'est un truc très américain que moi j'adore. Tous les romans d'apprentissage, évidemment, qu'on a tous en tête, qu'on a tous lus ou voilà, entre 16 et 20 ans. Le film a cette dimension-là, en tout cas, je l'espère. Ah bah bien sûr. Et c'est aussi avant tout un film qui suit en fait 2 adolescentes, une avec ce handicap, l'autre qui doit partir vivre sa vie, dans leur rapport de sœurs, dans leur rapport d'amour, dans leurs difficultés, dans leurs échecs et dans ce que ça a aussi de naïf et beau que d'avoir 17 ans. Oui, se pose évidemment au fil du film la place du monde autour. Parce que comme tu le disais, il y a un soleil au milieu, c'est Bertie, les gens tournent autour. Je voudrais que tu expliques ce qu'est ce terme d'enfant de verre. Ah oui. Les enfants de verre, alors c'est fou parce que j'ai tellement de témoignages, je reçois beaucoup de témoignages d'enfants ou de parents qui me disent mais je suis en train de certainement toucher du doigt quelque chose que je sentais chez mon enfant mais que je ne voyais pas totalement. En fait, les enfants de verre, c'est les frères et sœurs dans les fratries où il y a un des enfants qui est touché par le handicap et qui, pas par manque d'amour de leurs parents, mais juste parce que factuellement c'est comme ça, s'invisibilisent parce que tu peux pas rajouter des problèmes sur les problèmes, en gros. C'est un peu ça l'idée. Donc tu vis un peu plus dans ton coin, tu vis un peu plus en autonomie. Si t'arrive des trucs compliqués, t'en parles pas forcément. Donc voilà, donc t'es dans ce rapport, voilà, c'est ce qu'on appelle les enfants de verre. C'est un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé. Bah non. Qui je crois aussi peut s'étendre à d'autres choses en dehors du handicap. Parce qu'il y a, il y a plein de jeunes qui s'invisibilisent pour plein de raisons différentes. Surtout aujourd'hui, j'ai l'impression. Un peu l'envie de disparaître, de se faire tout petit. Et voilà. Donc, c'est ce terme d'enfant de verre. Et que moi, tu vois, par exemple, j'ai découvert extrêmement tard. J'ai découvert ce que c'était qu'un enfant de verre alors que j'étais déjà adulte et que j'avais déjà dépassé, entre guillemets, cette période. Mais donnez-moi une pipe, une barbe et installer un divan. Devenir comédienne quand on a été enfant de verre, c'est-à-dire faire un métier extrêmement visible pour le coup où tu es à la fois plusieurs personnes, tu as plusieurs identités. Ah mais c'est sûr. C'est très étonnant. Ah mais tu peux y aller à fond. De toute façon, il y a plusieurs psys. C'est le bois de la pipe, c'est vraiment le... Ce travail a déjà été commencé avec plusieurs psychanalyses. Non, mais évidemment qu'il y a cette envie d'avoir un espace à moi. J'avais envie d'avoir un espace qui n'était qu'à moi, où certainement aussi la maladie de ma sœur avait moins d'impact. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant des années, j'en ai pas parlé aussi publiquement. C'est-à-dire que j'en parlais pas dans les interviews en tant que comédienne. Donc oui, non, mais évidemment, l'envie d'être regardée, d'être appréciée, d'être aimée. Et puis c'est un classique de beaucoup de comédiens, on va pas se mentir. Mais en effet, je pense que ma sœur a peut-être eu un petit impact à cet endroit-là. On poursuit la conversation dans un instant. Je te propose une nouvelle pause musicale, dit-elle de manière solennelle. Lana Del Rey. Ah ouais. Bah voilà. Et bah voilà. Et bah Doing Time. Souffle le vent, c'est signé O2N et je suis toujours en compagnie de Joséphine Japy, un titre qui n'a pas été choisi si innocemment puisque la bande originale du film Qui brille au combat est signée Mattia Lucchini, qui fait partie d'O2N. Tout à fait, et d'ailleurs qui insiste, ce que je trouve vraiment, il insiste pour que ce soit O2N qui signe. Ah oui. Ouais, la bande originale du film. En fait, Mattia a tellement compris quelque chose du film parce que ma petite sœur est non-verbale. Donc évidemment, le personnage dans le film ne parle pas, elle s'exprime avec des vocalises. Donc c'est comme une manière de chanter en fait. Et je me suis dit, très tôt dans le projet, je me suis dit, ce serait tellement génial d'avoir une bande originale qui accompagne bien sûr. les vocalises de Bertie dans le film. Et tout le monde trouvait que c'était un peu cinglé comme idée. Mais Mattia Lucchini, lui, a tout de suite saisi ce que je voulais dire et il a créé à partir de ça et j'adore vraiment ce qu'il a fait de cette idée. Mais ce qui est une très belle option parce que dans ce genre de film, la musique pourrait apporter du pathos là où le film reste lumineux à chaque endroit. Est-ce que ça a été compliqué de déterminer une ligne directrice pour la bande originale du film ? Exactement ce que tu viens de dire en fait. Je me suis dit, ah là là, si
si je lâche les violons, si je lâche le piano. Enfin, j'aime pas imposer aux gens une émotion. J'aime qu'ils la trouvent par eux-mêmes, qu'ils créent leur propre chemin émotionnel. La musique, j'adore dans les films, par exemple, les contre-pieds. Ça, je trouve que c'est génial. Tu vois, quand tu as une musique hyper douce, par exemple, sur une scène ultra violente, je trouve que c'est toujours super. Mais appuyer le... Allez, vas-y, lâche ta larme. J'avais un peu peur de ça. Surtout pour un film comme le nôtre, où, encore une fois, je voulais que, oui, on n'échappe pas à ce que ça peut avoir de difficile, mais que ça reste avant tout une histoire quotidienne, une histoire de vie, une pulsion de vie, un élan. Et donc il fallait que la musique je me suis dit, si je sors les violons, les pianos, tout le monde va en avoir ras-le-bol. Voilà, donc l'accompagnement de Mathia là-dessus a été hyper précieux. Dans un instant, de la musique encore, de ton désir de réalisatrice, il sera question, de ton passé et futur de comédienne aussi. Fort possible que tu te fasses roaster par une dénommée Paloma, et tout ça, ça arrive après la pub. Et toujours en compagnie de Joséphine Japy, qui me montre du doigt, j'imagine, le sticker sur mon autocollant. Un magnifique balek. Oui, signé Sandrine de l'Offre. Je vous engage tous à vous en offrir. Ça fait toujours plaisir. Un bon vieux balek pour commencer l'année. C'est ça, c'est toujours très accueillant. C'est le sens de l'accueil ici, cette émission. Mais non, Nova mais le soir, le sens de l'accueil. Et puis la déculpabilisation, ça c'est vraiment important. Est-ce qu'il ne faut pas déculpabiliser les gens sur toutes ces injonctions de début d'année à mieux faire, à être la meilleure version d'eux-mêmes? Non. Et pourquoi pas être la pire, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là, je dois dire. Être comédienne, devenir réalisatrice, est-ce que pour toi, ça a été un cheminement naturel ou un chemin de croix, plutôt? Pardon. De passer de comédienne à réalisatrice. Le passage de l'un à l'autre. Alors, ça a été difficile dans le sens où ça demande quand même beaucoup de... Comment dire ? Tu peux pas te planquer, quoi. Nulle part. Donc, mais ça a été un chemin assez naturel, je dois dire. Alors, de fait, raconter des histoires, que ce soit en les interprétant ou en les imaginant, c'était le point de départ de ta vocation ? Je ne sais pas si c'est me projeter dans des histoires, me projeter dans des univers. Et puis, en fait, c'est aussi tout simplement l'amour du plateau. L'amour du plateau de cinéma, de créer avec une équipe. C'est un métier fabuleux pour ça. Donc, c'est ça qui est totalement addictif. Ouais. Après, raconter une histoire, surtout quand j'ai l'humilité de penser quand tu es à l'échelle de l'acteur, entre guillemets, tu te mets au service de quelqu'un qui raconte une histoire, ce qui est assez différent. Mais oui, en tout cas, créer des histoires, co-créer des histoires avec des gens que je trouve merveilleux, intéressants, des acteurs, des réalisateurs, réalisatrices que j'admire, qui m'impressionnent. Oui, ça c'est un métier c'est un métier merveilleux. Mais je sais que tu as cité par exemple La Nuit américaine de Truffaut comme objet de fascination et peut-être comme déclic, c'est-à-dire que c'est quand même un film qui contient un film. Ça en dit long sur l'intérêt que tu as sur, a priori, tous les métiers du cinéma. Et j'imagine que choisir une équipe le jour où tu as décidé de diriger, ça devait être un enjeu tout particulier. Ah ouais, franchement, pour le coup, c'est assez génial parce que la chance des acteurs, c'est qu'on a pu glaner, entre guillemets, au fur et à mesure des années, des noms de personnes qu'on trouve super, que ce soit professionnellement. Mais moi, en plus, j'ai eu cette chance de tomber sur des personnes émotionnellement acquises à cette histoire. Ouais. Enfin, vraiment, ça a été... c'était hyper galvanisant pour moi, en fait. Et me retrouver à la tête d'un navire sur le bateau que des gens que tu admires, que tu aimes, avec qui tu as déjà eu l'occasion de travailler, avec qui ça s'est bien passé. Franchement, il y avait quelques nouveaux arrivants qui ont été aussi des grands choix de cœur. Mais ouais, moi j'adore La Nuit américaine de Truffaut. Je trouve que ça représente un truc du cinéma. Alors après, dans tout ce que ça a de compliqué aussi, de parfois où ça s'engueule, mais c'est hyper joyeux un tournage. Moi j'adore, je suis jamais aussi heureuse que sur la partie tournage de mon métier. Parmi les gens qui t'ont dirigé, on peut citer Yves Angelo, Ken Scott, Dominique Moll, Hugo Gélin, Sébastien Marnier, Marc Duguin, évidemment, Mélanie Laurent. Est-ce que certaines t'ont inspiré dans ta manière de pratiquer ? Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est très inspirant de regarder quelqu'un et
Et je pense que je réalisais pas sur le coup que j'étais en train de faire mon marché, entre guillemets. Mais tu es un peu dans les rayons de ton marché. Tu dis, ah tiens, ça c'est génial. Ah ça c'est une super idée. Et au fur et à mesure, tu construis un peu ton propre univers, mais qui s'inspire que des autres. Mais je crois qu'on ne fait que s'inspirer des autres, même quand on invente. Ouais. C'est l'histoire de la créativité. C'est de s'inspirer et de copier les gens. Une belle création, c'est une belle copie. J'y crois vraiment. Ouais. Non, mais, c'est rare de créer de manière totalement déconnectée de tout. Et c'est justement Dominique Moll, qui est un metteur en scène absolument merveilleux, en plus d'être un humain génial, qui m'avait dit il faut que tu crées ta chapelle. Et je ne comprenais pas ce que ça veut dire tout de suite. Et il m'explique, il me dit en fait, c'est comme une pièce mentale, un endroit où en fait, au mur, tu vas accrocher toutes tes références, les gens que tu aimes, les acteurs que tu aimes, les réalisateurs avec qui tu as envie de travailler. Et voilà, il faut créer sa chapelle. Et je pense que c'est un truc qui est valable à peu près pour tout le monde dans la vie. Créer sa chapelle, c'est un truc c'est un exercice hyper intéressant. Je vais dire 3 mots. Réalisatrice, comédienne, femme. Je sais pas si j'ai besoin de libeller une question. T'as vraiment fait un drop de femme. Non mais voilà. Est-ce une équation toujours aussi compliquée? Alors, j'ai envie de te dire non, parce que quand même, il y en a de plus en plus. Moi, quand tu vois, par exemple, je tourne avec Mélanie Laurent à l'époque dans Respire, il y en a des réalisatrices, actrices, il y en a sur le doigt, il y en a moins de 10, peut-être même moins de 5, Ouais. tu vois, à l'époque, il y en a très 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 peu. Aujourd'hui, c'est quand même vachement plus répandu. Je pense à plein de comédiennes qui sont passées à la réalisation. Je pense à Noémie Merlan, je pense à Céline Salette. Je pense, il y a beaucoup de comédiennes qui sont passées de l'autre côté. Isabelle Carré. Voilà. Mais je te dis ça, et en même temps, il y a des chiffres qui sont parus il y a pas longtemps, qui disent que ça y est, il y a eu un retour en arrière après 2 années d'évolution positive. On est à nouveau à 24% de réalisatrices féminines en France. Voilà, on passe en dessous symboliquement du quart des réalisations réalisées par des femmes. Et puis là, on parle même pas de l'argent qui est alloué entre guillemets à ces projets portés par des femmes. Donc voilà, écoute, de l'espoir, mais en même temps, les chiffres viennent un peu me mettre des bâtons dans les roues là. Mais puis il y a aussi toujours ce truc de les histoires de femmes. C'est Ah ce qui oui. est très énervant, le cinéma de femmes, les histoires de femmes. Mais oui, mais parce que je pense que... alors, est-ce que c'est parce que il y a cette espèce de dimension émotionnelle féminine, tu vois? Moi, par exemple, je me suis rendu compte que dans beaucoup de films, c'était mon personnage qui pleurait. C'est drôle, tu vois, j'avais des compagnons masculins, etc. Voilà, mais c'était mon personnage, il y a marqué, elle s'effondre, elle pleure, etc. Est-ce que c'est la même attente qu'on a des réalisatrices? Est-ce que c'est la même attente qu'on a des femmes dans la société, c'est-à-dire d'être en charge de cette dimension émotionnelle, instinctive? Enfin, voilà, c'est un espèce de truc où du coup, on va sur ce genre d'histoire. Et du coup, on devient, entre guillemets, des clichés de nous-mêmes parce que c'est ce qu'on attend de nous. Ça, on peut en parler pendant 3 heures si tu veux, et c'est un sujet hyper intéressant. Mais oui, le sujet, le côté, oh là là, le film de femme réalisé par une femme, c'est un truc qui a encore, malheureusement, la dent dure, quoi. Ouais. Est-ce pour cette raison que j'ai choisi le titre qui vient, à savoir Boss Beach de Doja Cat? C'est très probablement. Oui, probablement. Boss Beach, Doja Cat, un titre choisi en l'honneur de mon invitée Joséphine Japy, car c'est moi, she's Boss a Beach bitch, she's a boss, and she shine like gloss. Moi, je trouve que vraiment en prep talk tous les matins, J'adore. c'est toujours un petit truc à écouter. On parlait de ton statut de réalisatrice et tu me disais il y a quelques minutes que tu aimais beaucoup les coming of age stories. Bon, il y a une comédienne réalisatrice qui fait ça très bien, qui est Greta Gerwig. Je me suis demandé si C'est fou. c'était une inspi à un endroit ou pas du tout. J'aime tellement cette réalisatrice, j'aime tellement Lady Bird. Ouais. Euh, Qui en est un pour le coup de coming of age story. Ah ouais, vraiment. Je la trouve extrêmement inspirante, cette femme. Voilà, je l'aimais aussi en tant que comédienne, vraiment, dans un film qui s'appelle Francesca, notamment. Donc, oui, moi j'aime beaucoup cette femme. Et les débuts de réalisatrice de Kate Winslet, tu as suivi ou pas du tout? Alors, j'ai suivi. Oui. J'ai vu l'info. Mais tu n'as pas vu le film mais je encore. n'ai pas vu le film. Ok.
Est-ce que tu dirais que ça change la direction d'actrice, d'acteur que d'être soi-même comédien, comédienne? Je vais même reformuler. Est-ce que tu penses être, avec tes comédiens, la directrice d'acteur que toi, tu aimerais avoir quand tu es sur un plateau? J'espère. Ce serait vraiment hyper Non, mais malveillant de ma tout le part. monde n'a pas les Non, mêmes je besoins ou fais les mêmes envies. exactement l'inverse de ce que j'aimerais qu'on me fasse. Je les maltraite tous. Je les maltraite. Non, mais alors, ce qui est certain, c'est que je crois que quand tu es acteur et que tu sais ce que c'est que de traverser un plateau, que de traverser une histoire, un personnage, évidemment, tu accompagnes les gens différemment. C'est-à-dire que c'est très rare, en fait, d'être dirigé vraiment sur un plateau. Tu as très peu de metteurs en scène qui adorent la direction d'acteur. Ouais. Il y en a, mais pas tous. Et en fait, je vais te dire, c'est pas absolument nécessaire. T'en as qui sont beaucoup plus à te laisser indépendamment de eux, faire ton chemin. Mais c'est sûr que quand tu es toi-même comédienne ou comédien, je pense que tu as cette envie instinctive d'aller accompagner les gens. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir à quel point chaque personne est différente. C'est-à-dire que tu n'appliques pas la même recette. Tu peux pas appliquer la même recette à chaque comédien. Ça marche jamais. Ouais. Et je m'en suis rendu compte dès le premier jour sur mon plateau. Je me suis dit, waouh, ok, on est si différents que ça. C'est-à-dire que vraiment, j'avais une galaxie, un petit panel, et je me dis, mais ils sont tous tellement différents, ils n'ont pas du tout besoin de moi au même moment, de la même manière. Et puis même en fonction des jours, tu vois, il y a des jours où il y a quelqu'un qui va avoir plus besoin de toi, au contraire, quelqu'un qui va avoir besoin de beaucoup plus d'indépendance. Donc en fait, c'est tout le temps un travail d'humilité, la direction d'acteur. Il faut tout le temps réactualiser. C'est un peu comme c'est un peu comme de l'éducation, j'allais dire, être parent. Je sais pas, peut-être que... Pas loin. Mais tu vois, il n'y a pas de recette préfaite et tous les jours, il faut te reposer la question de ce qu'il faut faire pour avancer et ce qui fait du bien aux personnes en face de toi, quoi. Est-ce que tu leur faisais écouter, par exemple, Contact de Daft Punk? Alors, on a écouté pas mal de Daft Punk parce qu'en plus, il y a un morceau dans le film, mais je me suis dit que j'allais en mettre un autre quand même. Mais ouais, moi j'adore cette Daft Punk avec Contact dans Nova le soir et dans la playlist de Joséphine Japy. Alors tu auras pu le constater, les mots d'ordre de cette émission sont la bienveillance et la beauté. Je me charge de la bienveillance, la personne qui suit se chargera désormais de la beauté et aussi de malmener quelque peu les invités. Est-ce que tu t'es déjà fait roaster? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Et par quelqu'un qui aurait gagné la première saison de Drag Race France? Mais non, et c'est ça le problème, c'est que je l'aime trop. Ouais. Donc, non, mais est-ce que les paroles vaches, on les accepte pas mieux des personnes qu'on aime bien? Bah, tu sais quoi, on va le savoir vraiment littéralement maintenant, puisque je vais Paloma, te le dire, pas plus tard que tout de suite. Voilà, Paloma est là pour te roaster. Bonne année, Charline. Et pour commencer 2026, tu as décidé d'inviter la reine de la gaudriole, Joséphine Japy. Un choix audacieux pour démarrer l'année de manière optimiste et burlesque. Joséphine Japy, vous êtes un peu la reine du « j'ai l'air profondément tourmentée alors que je viens juste de perdre mon chargeur ». Vous jouez la détresse existentielle, le silence lourd de sens, le regard dans le vide, parfois tout ça dans la même respiration. Joséphine, vous êtes cette actrice qui nous fait croire qu'elle a vécu 3 divorces, 2 révolutions et une guerre civile, alors que son plus grand drame aujourd'hui, c'est d'avoir croisé Aymeric Lompré à la machine café de Radio Nova. Votre carrière, Joséphine, c'est une masterclass de choix cohérents, mais obstinément déprimants. Vous commencez votre filmographie à l'âge de 10 ans dans Les âmes grises d'Ivangelo, un polar rural sinistre en pleine guerre mondiale. Vous y mourrez, étranglé, avant d'être jeté dans le canal. Super ambiance dès le départ. Et ça ne s'arrange pas, quelques années plus tard, avec Le Moine de Dominique Moll. Au programme, une relation incestueuse avec un prêtre dans l'Espagne du XVIIe siècle. Toujours plus de fun dans la vie de Joséphine. Et ça continue, d'accord. Vous avez été victime de harcèlement scolaire dans Respire de Mélanie Laurent, victime de la sociopathie de Marina Foïs dans Irréprochable de Sébastien Marnier, et enfin victime d'un mauvais choix de carrière dans Clo-Clo, ce très vilain film qui finit dans une salle de bain. Et puis, il y a eu Eugénie Grandet. Alors déjà, choisir Balzac, c'est accepter d'être malheureux pendant 2 heures. Jouer Eugénie Grandet, c'est incarner un rôle où sourire serait totalement hors sujet et franchement, vous respectez la consigne à la lettre. Joséphine Japy, vous ne choisissez pas vos rôles, vous choisissez des états émotionnels. Votre agent ne vous envoie pas des scénarios, mais des messages du type « femme silencieuse, souffrance intérieure, plan fixe, peu de dialogue, intéressé ?» Ce à quoi vous répondez « oui, j'arrive, j'ai déjà l'air triste ». Et pour bien commencer l'année, vous arrivez avec votre premier film en tant que réalisatrice, Qui brille au combat,
Un drame puissant inspiré de votre sœur atteinte de Phelan McDermid. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, Phelan McDermid, ça n'est pas un professeur à Poudlard ou un agent double dans Austin Powers. Non, c'est une maladie génétique rare et ça donne un film qui respecte parfaitement votre cahier des charges, Joséphine. Drame familial, handicap et milieu hospitalier. Pas le début d'année le plus gaulerie qu'on ait pu avoir, mais ça force le respect. Parce que Joséphine Japy, ce n'est pas que des larmes et de la souffrance, c'est aussi ça, beaucoup d'humanité, de pudeur et de poésie. Allez, bonne année. Oh. Droit de réponse. Mais non, mais que dire de cette... Non, franchement. C'est quand même très étonnant cette distorsion qu'il y a entre la perception qu'on peut avoir de toi au cinéma avec quelque chose effectivement et la personne extrêmement souriante que tu es. Ça fait un petit bout de temps qu'on est face à face dans le... Mais oui, mais alors c'est un truc... alors est-ce que c'est mes deux hémisphères de cerveau un peu chacun de leur côté et tout. Parce que je tiens à dire que quand même il y a une partie de cette filmographie qui est nettement plus comédie. Voilà, volontairement, il y a des comédies qui ont été laissées de côté. C'est vrai, et on y reviendra dans un instant. De manière malveillante, je dirais. Mais totalement malveillante. Mais c'est fou de choisir comme ça. Non, mais alors ce qui est vrai, c'est que quand on regarde comme ça, il y a j'adore le drame et j'adore la franche comédie aussi. Donc j'aime les émotions franches, en fait. J'aime les univers et en même temps j'aime quand ça se mélange. Je pense à un film notamment que j'ai tourné cette année qui s'appelle Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. Absolument. Qui a cette frontière aussi. Mais oui, alors par contre, c'est vrai que j'aime les états émotionnels. Je trouve ça toujours plus intéressant de réfléchir à ça que de réfléchir forcément à un scénario efficace. C'est pas mon travail en tant qu'actrice de me dire cette histoire elle est vachement efficace, c'est super. Je pense que les gens s'en fichent des histoires efficaces. Je pense qu'ils ont envie d'émotions sincères et honnêtes, qu'elles soient tristes, qu'elles soient drôles, qu'elles soient lumineuses ou qu'elles soient voilà. Donc ça c'est vrai que je trouve ça assez juste. De ta carrière de comédienne, on parlera dans un instant, mais pour repartir du bon pied, un autre des titres de ta playlist. Il est signé Kool and the Gang. Ouais. Straight Ahead. Ouais, Straight Ahead. C'est ton titre à danser? Ouais, non, c'est un titre de Mojo, quoi. C'est quand t'es un petit peu... C'est pour ça que je l'ai casé à cet endroit-là. Je me suis dit, l'effet Paloma peut être un peu... Tu vois, c'est pour repartir, se dire, allez, j'adore ce que raconte ce morceau. Garde ton cœur dans l'amour. Ouais, c'est ce que ça dit. Dans Les âmes grises d'Ivangelo, d'après le roman de Philippe Claudel, tu y étais donc belle de jour, une môme radieuse au destin tragique, Paloma l'a rappelé il y a un instant. Quand on a 10 ans et qu'on doit jouer ce genre de partition sur un plateau sur lequel, en plus, il y a Marielle, Villeray, Denis Podalides, Marina Hans et le tout jeune Swan Arlo, on se sent comment ? Moi, je captais pas du tout. En fait, c'est ça qui est génial quand tu commences un plateau quand t'es enfant, c'est que j'étais pas impressionnée entre guillemets par une aura de Marielle ou de Villeray. Je voyais l'aura chez les adultes, c'est-à-dire que je voyais que tous les gens autour étaient hyper impressionnés, hyper au petit soin avec eux. Mais moi, du coup, le rapport que j'ai avec Jean-Pierre Marielle, il est beaucoup plus je sais pas comment dire, beaucoup plus simple, beaucoup plus direct. On crée une vraie relation en fait sur le plateau, lui et moi, et donc en fait je suis étrangement pas impressionnée par ces monstres sacrés. En fait, je suis presque plus impressionnée aujourd'hui de me dire que j'ai travaillé avec eux. Et je pense que presque si aujourd'hui je devais faire le même tournage, je serais beaucoup plus tétanisée que je ne l'ai été à 10 ans au final. Ce qu'on disait en début d'émission, c'est quand tu déplies à rebours que tu te rends compte de la marche. Et je me dis, mais en fait, j'avais pas ce côté obséquieux. Enfin, tu vois, je cherchais pas à... Mais t'avais 10 ans en même temps, c'est ça? J'avais 10 ans. Non, si, je voyais que c'était impressionnant, encore une fois, dans le regard des adultes. Je sentais que c'était un truc sérieux et voilà. Et c'était le dernier film de Jacques Villeray. Et, enfin, d'un coup, ça a pris toute cette ampleur. Mais je pense que je serais bien plus impressionnée aujourd'hui de devoir me retrouver sur un plateau comme celui-là que je ne l'ai été à l'époque.
Est venue ensuite la comédie, en l'occurrence Neuilly sa mère. Et puis 2011, Paloma en parlait aussi, catégorie Noir c'est Noir. Tu fais face à Vincent Cassel dans Le Moine, mais Satan était bien présent, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Sous la direction de Dominique Moll. C'est pareil, endosser ce genre de partition quand je fais on une bonne est victime, je crois. Non mais je pense que ça implique d'être quand même assez bien centré. On sait que c'est de la fiction, etc. Mais c'est quand même... Alors, est-ce que c'est parce que j'aime bien, encore une fois, ces grands états émotionnels dont tu as parlé, Paloma, c'est un truc qui me parle vachement. Et Le Moine, c'est ça, c'est un roman baroque avec cette incarnation, Dominique Moll qui avait vraiment une vision, en plus de mise en scène complètement dingue. Moi, j'adore apparemment être la victime aussi. C'est très bizarre parce que j'ai pas du tout ce truc-là dans la vie, évidemment. Mais c'est les espaces de cinéma, c'est merveilleux. C'est que tu peux être une jeune fille du XVIIe siècle sous le joug d'un moine pervers et manipulateur et que tu t'en sors très très bien dans la vie à côté. Et j'aime bien cette séparation des univers, je trouve ça super. Respire, le film de Mélanie Laurent dans lequel elle t'a dirigé il y a quelques années, t'as valu une nomination en 2015 au César, catégorie Révélation. Oui. Au-delà de cette nomination, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du rôle pivot dans ta carrière, dans Respire ? Ah si, carrément. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, Mélanie me fait confiance avec un premier rôle. Et ça, tu l'oublies pas dans une vie de comédien ou de comédienne. Et d'ailleurs, j'avais très rapidement conscience pour ce film-là que pour Angelina Moret, qui avait aussi pour la première fois un premier rôle, et Sarah Pachou, qui avait aussi un premier rôle d'importance. Je pense qu'elles m'en voudront pas de le dire à leur place, mais j'avais hyper conscience de ce que ça représente pour un acteur. Et je pense que c'est très fondateur aussi de la suite. Je sais pas comment dire. L'expérience que tu as, les premières expériences que tu as sont hyper importantes pour déterminer l'artiste que tu vas être, pour déterminer ce que tu veux faire, ce que tu peux accepter, ce que tu n'accepteras pas. Et c'était important pour moi, en tant que femme, de transmettre à ces jeunes femmes qu'en fait, un plateau, ça devait être sain, ça devait être qu'on ne crée pas dans la douleur. J'avais vraiment ce sentiment de responsabilité, comme Mélanie peut-être l'a eu à l'époque avec moi, de montrer qu'en fait on peut créer des choses émotionnellement hyper fortes, hyper intenses, mais pas dans la manipulation, pas dans la malveillance et pas dans la douleur. Alors je vais avoir du mal de fait à annoncer le titre qui vient et que tu as choisi, une version toute particulière de Suspicious Mind, donc je suis obligée de dire qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet entre ce que tu viens de dire et le titre. Alors tu as choisi une version très particulière. Qui est dans le film. Celle de Fine Young Cannibals. On l'entend dans le film. Mais je voulais savoir pourquoi c'est cette version-là qui t'a attrapé. Mais tout simplement parce que parfois, tu vois, le cinéma te dicte ce qui est nécessaire. Et pour cette séquence et pour ce qu'elle raconte, parce qu'en fait, c'est le personnage de Mélanie Laurent qui pète un peu un câble et qui se met à danser d'un coup chez elle. Et celle-ci marchait tellement bien. Enfin, d'un coup, c'est le rythme du cinéma. J'adore les scènes de craquage sur danse, en fait. Ah, c'est vrai ? Ouais. Ah, donc du coup, écoute, moi, ça fait partie des séquences que j'aime du film. Et il fallait vraiment qu'on trouve une musique. Et c'est drôle parce que c'était pas ça qui était prévu à la base. On a essayé plein de choses. Et là, d'un coup, on est tombé là-dessus au montage. Et on s'est dit, OK, c'est parti, ce sera celle-là. On poursuit l'exploration de ta filmo dans un instant et on écoute donc Fine Young Cannibals. Fine Young Cannibals a retrouvé sur la bande originale du film Qui brille au combat, le premier film de Joséphine Japy, actuellement dans les salles. Vraiment, courez-y, bravez la neige, le vent, enfin bravez, ça va pas s'enflammer non plus. On peut y aller tranquillement au cinéma. On peut y aller tranquillement. Mais si les gens ont envie de vivre un truc épique et de braver la neige, avant qu'ils y aillent aussi. Tout à fait. Tout à fait. Hein, le mot d'ordre est allez-y. J'ai l'impression. Ah, mais à partir du moment où ils y vont, moi, comment ? Alors, si vous voulez y aller à pied, en pirogue ou en deltaplane, bref, tout m'ira. On parlait de tes débuts dans le cinéma. Je voudrais qu'on poursuive. Catégorie Jean de la vraie vie, tu as été France Gall dans Claude, Florent, Emilio Siri. Dominique Tapie dans la série signée Tristan Seguela. Est-ce que travailler des personnages qui sont préalablement dotés d'une image publique, c'est-à-dire une image qui existe en dehors du scénario, ça change la manière dont tu abordes leur construction ? Totalement.
Mais alors, étrangement, pas tant parce qu'ils ont une image publique que parce qu'ils ont une image privée. Moi, c'est ça qui me... Ah oui. Ouais, je me dis, incarner quelqu'un qui a une famille, en fait, tout simplement. Des enfants, des frères, des sœurs, des parents. Moi, c'est plutôt ça qui me mettait une espèce de responsabilité supplémentaire dont tu es obligé de t'émanciper, parce que sinon, tu peux rien faire. Et que le cinéma, c'est une trahison. C'est une magnifique trahison qu'il faut accepter et qu'il faut embrasser totalement. Mais c'est pas tant parce qu'ils ont une image publique que plutôt une image privée, en fait. C'est ça qui est plus difficile. Jouer des gens ayant existé, c'est une chose. Jouer des mythes, c'en est une autre. Comme par exemple Eugénie Grandet, sous la direction de Marc Duguin. Ouais. Comment on accueille ce genre de proposition ? Mais franchement, déjà, Eugénie Grandet, moi, je n'avais pas du tout d'image. Je vais pas faire semblant. J'adore lire, mais c'était pas mon roman de chevet, quoi, du tout. J'en avais même plutôt un souvenir un peu... Douloureux ? Ouais, Oui, on est quelques-uns. on peut se le dire, non ? Un peu chiant, un peu... voilà. Et d'un coup, je vois l'écriture de Marc et je me dis, ah tiens, il y a un truc que j'avais pas compris, quoi, quand j'ai lu le bouquin. Et c'est en ça que l'adaptation du cinéma peut être hyper intéressante. C'est que d'un coup, ça te donne une perspective, évidemment, moderne, évidemment réactualisée. Et du coup, j'ai pu comprendre cette jeune femme. Et je me suis dit, ah bah voilà, encore une histoire d'émancipation et de quelqu'un qui essaie de la garder sous cloche. Et voilà. Et ça, je me suis dit, ah oui, bah ça m'intéresse. Et après, comment on se prépare, j'ai dû me remettre, comment dire, dans un endroit d'enfermement qui ressemblait à ce que pouvait vivre une femme à cette époque. Donc déjà, j'avais le droit à aucune technologie, à rien pendant plusieurs jours. Enfin, j'ai vraiment vécu comme une jeune fille de l'époque. Donc, j'avais le droit de coudre. J'avais pas le droit d'allumer les lumières. J'avais limité mes lectures à 3 bouquins et la Bible. Enfin, c'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Et c'était tellement intéressant. Et j'ai fait 3-4 jours comme ça et j'en suis sortie plus prête, je crois. Ouais. Catégorie rom-com, un film dont je ne me lasserai jamais de parler. Je l'ai déjà dit, je le répéterai, Mon Inconnu d'Hugo Gélin. Est-ce que tu as un rapport particulier à ce genre-là ? La rom-com ? Ouais, la comédie romantique. Ah ouais, j'adore ce genre. Je regrette qu'en France, on n'en fasse pas plus. Mais parce que je crois que les gens aussi pensent qu'on n'est pas capable de faire des rom-coms en France. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que ça a tellement été imaginé par les Américains, les Anglo-Saxons, qu'on a l'impression qu'on n'est pas capable d'en le faire. Je suis trop contente parce que ce film de Hugo Gélin, je crois vraiment, est devenu un peu une espèce de référence. Enfin, on me le cite vachement. Il y a plein de garçons, étonnamment aussi, qui me disent qu'ils adorent Mon Inconnu. Donc je me dis, on fait genre qu'on n'aime pas regarder des histoires d'amour, mais en attendant... c'est parce qu'ils sont rigolos aussi. Voilà. Oui, parce qu'il y a une bromance aussi en plus. Mais ouais, j'adore... En fait, je vais te dire, je n'ai pas de genre que je n'aime pas. C'est pas un truc démagogue de ma part. C'est juste que je pense que tout est intéressant et que je m'ennuierais profondément à ne faire que du drame ou que de la comédie. Ça me ferait franchement chier, en fait, tout simplement. Et que faire des incursions dans des franches comédies, derrière dans des drames absolus, et puis derrière faire un petit détour par le cinéma de Hugo dans cette histoire d'amour, en fait, c'est ce qui me garde joyeuse, vivante, qui me donne l'impression de faire des plateaux différents aussi à chaque fois. Et voilà, et j'espère continuer à avoir cette liberté-là. Dans ce film, tu jouais une pianiste virtuose. J'en ai choisi une autre qui, j'espère, te plaira. On écoute Alicia Keys avec If I Ain't Got You. This is et Théodora dans Nova le soir avec Mélodrama et toujours en compagnie de Joséphine Japy. Tu me disais que tu avais un goût prononcé pour le drame, mais aussi pour les comédies de type pure comédie. Il se trouve que tu t'es retrouvée au casting d'une excellente comédie à mon goût, aux côtés de Malik Bentala, Jérôme Commandeur, François Damiens, en l'occurrence c'était dans Jack Mimoun et Les Secrets de Valverde. Est-ce qu'on arrive à ne pas s'extraire de son taf de comédienne pour être spectatrice de ce qui se passe quand on tourne avec 3 personnes de cette force comique-là ? Franchement, en fait, c'était assez dur parce que, évidemment, moi, j'ai les rires faciles.
suis pas du tout je boude pas mon plaisir, donc j'ai du mal à ne pas assumer un fou rire, en fait, tout simplement. Donc, il y a un moment où j'ai compris que fallait que je me retienne, parce que sinon, on n'allait pas terminer ce film. Mais c'était une aventure totalement folle. C'est-à-dire que déjà, de base, là, tu viens de présenter le casting, on part faire un film d'aventure. Le Covid est à peine terminé. On part en Thaïlande avec l'équipe que tu viens de citer. Et t'es dans la jungle, et t'es dans la boue. Enfin, vraiment, il y avait un truc hyper physique aussi. Donc, il y a un moment où la réalité te rattrape un tout petit peu et tu dis, attends, il fait chaud, on n'en peut plus. Là, il faut que la journée, faut qu'on la boucle. Donc là, honnêtement, en fait, mon fou rire, je vais le ravaler et on va terminer cette journée de tournage parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Au-delà de cet enjeu-là, c'était aussi un rôle assez physique, si mes souvenirs sont bons. C'était une sorte physique. d'Indiana Jones un peu au féminin. Enfin, ouais, et en plus, c'était toi la plus aventurière de cette bande de cette bande. Après, c'était pas compliqué. Oui, effectivement. Mais ouais, et puis Malik voulait ça et je trouvais ça super qu'il veuille que ce soit le personnage féminin qui soit moteur de l'aventure. Donc, moi, je trouvais ça super. Donc, j'avais fait une grosse prépa physique et heureusement, parce que sinon, je pense que j'aurais fondu sur le plateau. Mais même en faisant ça, tu vois, je crois que j'ai encore perdu du poids tellement les journées étaient physiques et intenses. Donc, ouais, je suis rentrée après... je crois on est resté 3 ou 4 mois en Thaïlande, je ne sais plus exactement. Je suis un peu restée dormir à la maison pendant quelques temps. On était assez fatigués. Genre, c'est un tournage qui est plus difficile que les autres. Qu'est-ce qui est le plus difficile et le plus fatigant ? C'est-à-dire se mettre dans des états émotionnels qui peuvent être bien denses ou justement jouer de son physique. Ou la physicalité. Ouais. En fait, les deux sont assez reliés, je vais te dire, parce que quand tu es dans des états émotionnels très denses, ça va avec une physicalité. Par exemple, je trouve que jouer sur la respiration, c'est hyper intéressant quand tu es censé être dans l'émotion. Ouais. Et la respiration, ça peut t'épuiser. Tu vois, de retenir ta respiration, au contraire de trop respirer pendant une journée, ça peut être assez épuisant. Donc en fait, c'est plutôt des journées de tournage où d'un coup tu te dis, voilà, j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Et face à d'autres journées où c'est beaucoup moins éprouvant. Après, tu vois, j'ai pas encore fait un tournage, j'ai pas fait un Jason Bourne ou un Mission Impossible où pour le coup tu fais 8 mois de sauter dans tous les sens et voilà. T'aimerais ? Ah, grave. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a plein de personnes qui disent que c'est des tournages hyper ingrats. Parce que tu sais, tu vas faire une séquence d'action pendant une semaine, 10 jours, 2 semaines, juste en filmant des tout petits morceaux jour après jour. Mais je trouve ça super intéressant aussi. Tu vois, En fait, globalement, moi, il n'y a rien sur le papier qui ne m'intéresse pas. À partir du moment où je trouve les gens intéressants. Ouais. Alors, c'est un réalisateur, c'est un acteur, c'est un scénariste. Enfin, tu vois, il peut y avoir plein de raisons d'accepter un film. Mais ouais, pourquoi pas, évidemment. Jason Bourne, je pense que c'est terminé. On peut tout à fait rebooter la franchise. Tu penses ? Oui, bien sûr. On fait ce qu'on veut. On les appelle. On passe un petit coup de fil à la prochaine. C'est fait, c'est dit. Dans un instant, je te soumettrai d'infâmes dilemmes, car c'est ainsi que je suis. On parlera aussi peut-être du cinéma de ton enfance et tout ça. Ce sera juste après la... Vous l'avez gardé ? Bah oui, évidemment. Oh. Ennio Morricone. Mais oui. Et c'était sur la bande originale de Cinéma Paradiso. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que je me suis dit, est-ce que je le mets pas, je le mets pas. Je me suis dit, ils mettront un petit extrait, alors déjà, Ennio Morricone, j'adore ce compositeur de cinéma. Je trouve que c'est un compositeur absolument merveilleux. Et puis alors, Cinéma Paradiso. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un espèce de bonbons d'enfance, ce film. Je sais pas si toi tu l'aimes. Ouais, bien sûr. Voilà, mais j'ai beaucoup d'affection pour ce film et beaucoup d'affection pour Ennio Morricone et beaucoup d'affection pour ce thème que je trouve assez planant. Le cinéma de ton enfance, il ressemblait à quoi ? Alors je parle pas du lieu physique, hein, je parle de celui que tu as aimé tôt. En fait, le truc c'est que nous à la maison
Déjà, il y avait quand même un petit souci, c'est qu'avec ma sœur, c'était très compliqué de sortir. Oui, j'imagine. Donc partir de la maison, c'était à chaque fois une logistique de dingue. Donc aller au cinéma, autant te dire que c'était une sortie complexe. Tu vois, on parlait des gens qui devaient braver la neige. Nous, c'était une caravane pour partir de la maison à chaque fois. Et quand je me découvre une passion dévorante pour le cinéma, mon père, qui est assez bricoleur, décide de me créer un mini-cinéma à la maison. Wow. Non, mais voilà. Tu vois, il va acheter des trucs de parpaing, il monte un mur, il achète un rétroprojecteur et il me fait un mini-cinéma à la maison et il me le blinde de DVD où il allait acheter des coffrets, tu sais, les coffrets 26 DVD pour 2,50 € avec du coup des DVD des chefs-d'œuvre et des qui ne dataient pas de la veille. Et donc, je me retrouve à regarder plein de films comme ça. Je fais ma cinéphilie de cette manière-là. Et du coup, je la fais en regardant beaucoup de choses hyper datées, enfin des trucs totalement improbables aussi. Donc, une culture ciné décalée, en fait, par rapport à ta génération. Totalement décalé. Moi, je fais ma culture ciné. Je ne sais pas si vous aviez ça à l'école quand il pleuvait ou quand il faisait moche. On vous passait le film à la récré. Oui, c'est arrivé. Voilà, on vous sortait la vieille télé. Alors, c'était vraiment la télé sur roulette. Nous, tu vois, avec le tout petit écran, on était 150 devant. Mais en fait, moi, les Disney, les dessins animés, les films pour enfants, je les découvre comme ça. Sur cette télé à l'école. À côté, moi, à la maison, je regarde. Mon père a fait un peu la même chose qu'avec la musique, c'est-à-dire que les films pour enfants l'ennuyaient. Et du coup, il me présente quasiment des films que lui a envie de regarder, quoi. Bon, après, ça donne 2-3 trucs un petit peu border. Je me retrouve à regarder Mulholland Drive un peu trop jeune. Voilà, sans demander l'avis à mes parents. Je me dis, ça a l'air bien ce film. Et puis, en fait, je regarde Mulholland Drive beaucoup trop jeune. Il y a 2-3 petits ratés sur la route comme ça. Mais Cinéma Paradiso, c'est venu à ce moment-là ? Ouais, Cinéma Paradiso. Je me souviens, il me fait une première sélection de DVD. T'as Cinéma Paradiso, t'as Rain Man, t'as le Cléopâtre, mais celui avec Elizabeth Taylor. T'avais 2-3 trucs comme ça. Et donc, je découvre t'as raison, un cinéma qui n'est pas du tout celui de ma génération. Et puis, au fur et à mesure... C'est avec les potes que je vais me faire une autre culture cinématographique. En choisissant un peu plus années 90, début des années 2000. Tu vois, tous les Jim Carrey, par exemple, je me les fais avec les copains. Ça arrive un peu plus tard, quoi. Tu seras au César cette année ? Il est question... Non, parce que je sais qu'il est au César cette année, Jim Carrey. Donc, à chaque fois que son nom est mentionné, je me dis... J'espère tellement, j'ai tellement... non, mais je suis trop fan. Je suis trop fan. Déjà, je suis fan de l'artiste, de ce grand génie comique et dramatique, un peu à la, pareil, Robin Williams. Enfin, t'as vraiment ces grands génies-là. Et puis, j'aime trop ce qu'il a exprimé ces dernières années, tu vois, ses prises de parole, notamment autour de la santé mentale, Enfin, je trouve que c'est un personnage tellement singulier dans le paysage d'Hollywood qui est un peu standardisé, où tu sens que tout le monde a un peu peur d'exprimer qui il est. Je suis trop fan de Jim Carrey. Donc oui, j'espère le rencontrer. Et en même temps, j'ai un peu peur pour le coup de faire une grosse bafouille si jamais on me le présente et de, tu vois, pas du tout, tu vois, de rentrer chez toi en disant oh là là. Quelle honte. Quelle honte, je me suis vraiment affichée. Vaut mieux ça que pas le rencontrer jamais, en fait. Au pire, je pourrais raconter à mes enfants et mes petits-enfants que je me suis tapé la honte devant Jim Carrey. Ce sera toujours une très bonne anecdote. C'est toujours mieux que de ne pas le rencontrer, non ? Tu as partagé en début d'émission un titre qui te fait marcher avec style et te sentir invincible. Voici le mien, c'est You and Me, Disclosure, Elisa Doolittle, si je ne m'abuse, et c'est un remix de fou. You and Me, soit Joséphine Jappier et moi. Je pensais pas dire ça un jour, mais en fait j'ai envie de me la tartiner ce soir. Ça me fait très plaisir. Je dis de manière très sympa parce que ce qui arrive là maintenant, c'est vraiment de l'ordre du dilemme. C'est vraiment ce que j'appellerais un jeu à la con que je vais faire avec énormément de délectation. Je vais te proposer 2 choix. Tu ne peux en garder qu'un. Et le contestant d'après arrive. Enfin, c'est assez simple. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je crois. J'ai très mal expliqué, mais je pense que ce sera limpide. Je crois que j'ai compris. Mais par contre, tu sais que je suis extrêmement indécise. Ça va être drôle.
Ah bah ça peut être très très long surtout. Allez, on est là que... jusque minuit, c'est parti. Ok. Allez, on y va. Allez, je me concentre. Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson ou The Brutalist de Brady Corbett? Ah, c'est tellement dur déjà. Eh oui. Oh là là. Oh, c'est horrible. J'ai envie de te dire The Brutalist parce que je trouve que c'est tellement fou de faire ça aujourd'hui. Que j'ai hâte de voir ce que ça va donner au award season là, aux États-Unis. Je te dis The Brutalist, mais franchement, Paul Thomas Anderson, c'est dur ce que tu me fais. The Brutalist ou Elle de Paul Verhoeven? Tout va être comme ça, hein, je te le dis. Oh là là. Bah, c'est horrible. Ouais. Je garde The Brutalist. Ok. The Brutalist ou Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder? Ah bah là tu m'as eu. Alors, est-ce que tu savais que tu allais m'avoir là-dessus? Bah oui. Non, mais Sunset Boulevard de Billy Wilder. Allez, Sunset Boulevard ou Le choix de Sophie de Pakula? C'est comme ça jusqu'à la fin, je te le dis. Oh, je crois que je garde Boulevard du Crépuscule. Mais Boulevard du Crépuscule ou Annie Hall? Oh, mais arrête. Tout s'était si bien passé. C'est pas fait pour torturer les gens, c'est pas possible. Bah, c'est chiant parce que j'ai tellement envie de te dire Annie Hall. Parce que t'as une passion pour Diane Keaton. J'ai une passion pour Diane Keaton, mais je crois que quand même, pour l'ensemble de ce que représente ce film, Boulevard du Crépuscule. Et pour terminer, Boulevard du Crépuscule ou Sérénade à 3 de Lubitsch? Allez, Boulevard du Crépuscule. Allez, ce sera le choix final, Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder. Je pense que c'est donc la recommandation de Joséphine Japy. Si vous ne l'avez pas vu, mais oui. pour le coup. Mais tu sais pourquoi? Parce que je trouve que c'est un film qui est incroyable, parce que je trouve que c'est exactement la raison pour laquelle le noir et blanc ou tout ça, ça n'est pas chiant en fait. Faut pas avoir peur de ces films-là. C'est un super film de divertissement. C'est drôle. Il y a une histoire de meurtre, il y a une histoire d'amour, il y a plein de choses qui se passent dans ce film. Voilà. Donc souvent c'est ma reco quand les gens disent ah le noir et blanc c'est chiant. Bah non, le noir et blanc, c'est pas chiant. Mais non. Merci mille fois Joséphine Japy d'être passée par cette toute première de Nova le soir. C'était un plaisir et j'engage encore une fois tout le monde à aller voir Qui brille au combat. C'est émouvant, c'est lumineux, c'est plein de sentiments, mais c'est pas du tout tire-larme. Enfin, je sais pas comment le définir mieux que ça. Il y a un équilibre assez parfait dans ce film, je trouve. Bah écoute, voilà. merci beaucoup pour tes Mais mots. non, mais merci à toi et on se quitte avec ton dernier choix musical qu'il va quoi falloir me justifier. Ouais, ça va pas être très compliqué. Gilberto Gil. Oh bah Falco. oui. Bah alors là pour le coup moi ma reco c'est de mettre ça le matin quand vous préparez votre café, que vous êtes un petit peu cafard. Voilà, vous mettez Falco. Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux.